Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que nous disposons d'une interprétation anglais-français. Il vous suffit de cliquer sur l'option d'interprétation sur Zoom. Hello everyone. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que nous disposons de l'interprétation en français et anglais. Vous devez simplement cliquer sur l'option d'interprétation sur Zoom. Soyez les bienvenus à notre troisième webinaire de cette série dans le cadre du lancement de la version en langue française de la base de données mondiale de jurisprudence. Je suis Anderson Javier Dirosio de León et au nom de Columbia Global Freedom of Expression, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'ouvrir ce webinaire sur le discours de haine que nous organisons en collaboration avec Article 19 Sénégal et avec le soutien des experts du panel. Columbia Global Freedom of Expression est une initiative de l'Université de Columbia créée en 2014 par Lee C. Bollinger, alors président de l'université, afin de promouvoir les normes internationales les plus élevées en matière de protection judiciaire de la liberté d'expression et de la liberté de la presse à l'échelle mondiale. Notre projet phare est la base de données mondiale sur la jurisprudence en matière de liberté d'expression qui héberge plus de 1200 analyses de cas en anglais de décisions judiciaires de 130 pays, y compris toute la jurisprudence relative à la liberté d'expression de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. La version en français compte déjà plus de 100 cas, est entièrement consultable et contient des informations sur un large éventail de questions relatives à la liberté d'expression dans le monde entier. En plus, de nouveaux cas seront ajoutés chaque mois. La base de données contient également des traductions de 6 documents du recueil spécial sur des sujets tels que les coupures de l'accès à l'Internet en droit international, les droits de haine, les droits à l'oubli, ainsi que la jurisprudence de cours régionales telles que la Cour interaméricaine, la Cour européenne et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces documents du recueil spécial systématisent la jurisprudence de la base de données mondiale sur la liberté d'expression, offrant une perspective globale de certaines des décisions juridiques les plus importantes adoptées par les tribunaux nationaux et internationaux sur des sujets pertinents concernant la liberté d'expression. Il est important de noter que la base de données en français et cette série de webinaires sont rendus possibles grâce au soutien du programme multidonateur de l'UNESCO sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes et du CIRILAC Collaborative avec le financement du Center for Intellectual Property and Information Technology Law de l'Université de Strathmore, Nairobi, Kenya. Je tiens donc à les remercier chaleureusement pour le soutien. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter au dernier webinaire de cette série, le 2 avril, sur la jurisprudence du système africain des droits de l'homme et des peuples. Nous vous laisserons le lien pour l'inscription dans le chat. Nous pouvons ainsi commencer. Ce webinaire durera 1 heure. Il est ouvert au public et est diffusé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat de Zoom ou de YouTube. Permettez-moi de réitérer ma chaleureuse bienvenue et de passer la parole à François Joly, candidat au doctorat à l'Université de Nantes, qui nous fera l'honneur de modérer le panel. Merci. Merci beaucoup, Anderson, et merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli dans ce webinaire. Nous avons la joie et le plaisir d'avoir comme intervenant aujourd'hui Madame Alki Viadou, qui est chercheuse principale au Future of Free Speech de l'Université Vanderbilt aux États-Unis. Elle est l'autrice de l'article sur les discours de haine, la question persistante des seuils. Elle va donc nous faire un exposé sur ce papier en nous expliquant où se situe le seuil de tolérance face aux discours offensifs ou de haine dans les différents ordres juridiques concernés, donc pour déterminer quels sont les types de discours protégés et quels sont les types de discours qui font l'objet de limitations. Ensuite, Monsieur Bernard Chevalier, qui est conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation française, fera un exposé sur la conciliation entre la liberté d'expression et les droits d'autrui, principalement à travers 2 infractions classiques de la loi du 29 juillet 1881, que sont la diffamation et la provocation à la haine. Le tout guidé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc, sans plus attendre, Madame Elkiviadou, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui avec François et Bernard je n'ai que 20 minutes, donc je vais me chronométrer. Pour ceux qui ont lu mon article, c'est un rapport assez long avec plusieurs études de cas de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je pense que ce qui va être difficile pour moi aujourd'hui, c'est de choisir quelques cas pour en discuter. Je ne veux pas lire le rapport, ce serait vraiment très ennuyeux et vous pouvez le faire vous-même. Donc, j'ai choisi certains cas à aborder avec vous. Et pour parler de quelques aspects qui sont très importants d'après moi, notamment lorsqu'il s'agit de l'analyse de la jurisprudence européenne sur le discours de haine. Donc, nous allons commencer avec un cas de base concernant donc un cas de jurisprudence lié à la liberté d'expression et ça se passe au Royaume-Uni. Un cas qui, paradoxalement, plus souvent, si j'ai une bonne mémoire, pour dire que tous les cas qui incluent le discours de haine sont mentionnés par la Cour elle-même à travers une analyse juridique. Et dans ce cas, comme nous le savons tous, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que la liberté d'expression, en tant que garantie par l'article 10 de la Convention, non seulement s'étend à l'expression qui a été reçue de manière favorable, mais également pour ceux qui peuvent offenser, choquer ou perturber. Peut-être qu'il y a une incompréhension de la part des personnes, des juges qui se trouvent au tribunal. Mais moi, de mon point de vue d'universitaire, je ne vois pas comment ce cas important a été amené au tribunal, présenté devant le tribunal. Donc le cadre général, c'est que la protection donnée à la liberté d'expression, même lorsqu'on a inclus des cas qui choquent et perturbent. Donc, lorsque l'on étudie les cas de discours de haine, et je parlerai de la définition plus tard, je ne suis pas vraiment certaine, et je ne pense pas que le tribunal le soit lui-même, mais ce que l'on voit, c'est une dilution de cette liberté d'expression. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer cette dilution. Donc, la première étape, je ne veux pas perdre de temps sur la définition, mais je voudrais préciser quelque chose. Donc, le discours de haine a été un peu utilisé par la Cour européenne dans plusieurs cas, même dans les cas qui incluaient l'interdiction de livres académiques, des cas incluant des commentaires sur Internet. Donc le discours de haine a vraiment été utilisé largement. Et ça a été jusqu'au cas concernant l'Islande, il y a quelques années, qui a impliqué des discours homophobes et transphobes. Là, on s'est dit que le tribunal, la Cour, allait nous dire ce qu'elle pensait par rapport au discours de haine. J'espère que c'est assez lent pour l'interprète qui confirme. Donc,
à Lilienthal, la Cour a commencé à définir le discours de haine, mais au lieu d'offrir un contenu ou un contexte, elle s'est basée sur les cas précédents pour établir une hiérarchie. Et donc, les formes de discours de haine sont exclues de la loi en raison de l'article 70, mais en raison de cette non-définition des formes les plus graves, il y avait le problème de hiérarchie. Et le deuxième niveau de hiérarchie, la Cour fait référence à des formes de discours de haine moins graves qui ne sont pas dans l'article 10, mais qui peuvent être restreints par les États. Donc, il faut vraiment souligner la différence entre l'article 70 et l'article 10, parce que lorsque l'article 70 est appliqué, c'est en absence d'analyse légale de l'article 10. Donc, les différents aspects de l'article 10 ne sont pas présents et je pense que c'est problématique pour la liberté d'expression. Et dans nos esprits, les personnes qui travaillent sur le discours de haine relient, associent lorsque l'on pense à l'article 17 pardon, et non 70, en raison du déni de l'Holocauste, la négation du génocide, eh bien, ça a été systématiquement utilisé en termes de négation de l'Holocauste. Et dans ma discussion avec François, dans la préparation de ce séminaire, il m'a dit qu'il fallait parler de Nice contre par rapport à la Grèce. Et ça m'est passé vraiment au-dessus de la tête. Je vais en reparler dans une minute. Mais dans ce cas, on s'est basé sur l'article 17. C'est un cas récent qui incluait des discours homophobes. Donc, en matière de discours de haine, ce qui revient, pas uniquement dans mon rapport, c'est de garder l'article 17 pour les cas incluant le déni de l'Holocauste et des discours de haine antisémites. Et on a vu quelques exemples où cela a été utilisé pour d'autres formes de discours de haine, mais très rarement. Et l'un des cas, c'est un cas contre le Royaume-Uni au début des années 2000. Et cet homme britannique avait préparé ce poster qui avait été, cette affiche qui avait été affichée à son balcon, qui protégeait la Grande-Bretagne contre l'islam. Ensuite, il y avait le croissant avec un X au centre du croissant. Ensuite, il est allé devant le tribunal et la liberté d'expression avait été violée et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que dans ce cas, c'est un cas de l'article 17, pour l'article 17, parce que ça a un impact sur la liberté d'expression. Donc, pour terminer sur l'utilisation de l'article 17, souvent, il est utilisé pour l'antisémitisme, le déni du génocide et le génie de l'Holocauste, et je vais faire la distinction dans une minute, mais il y a certains cas qui les différencient. Et c'est là où je voulais faire un parallèle avec un cas contre la Suisse, où il y a eu une discussion. Donc, le demandeur, le requérant a soulevé le cas devant la Cour de Strasbourg, le tribunal de Strasbourg,
et parlait de mensonge international en termes de génocide. Et donc, il est allé devant la Cour européenne et a déclaré qu'il s'agissait de sa liberté d'expression. Et c'est là que la Cour, surprenamment, a été assez minutieuse lors de l'examen du cas. Malheureusement, pour les cas de discours de haine, ce n'est pas quelque chose que l'on voit très souvent, que la Cour les traite de manière minutieuse. Il ne faut pas généraliser. Il faut toujours garder à l'esprit le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, combien de pays sont contractants, adjudicateurs, pardon. Donc, il faut laisser une marge, évidemment, à la Cour. Je ne justifie pas des restrictions sur la liberté d'expression, mais il faut toujours replacer les choses dans leur contexte, le contexte de la Cour en particulier. Donc, de manière judiciaire, je ne peux pas comparer la Cour européenne des droits de l'homme avec une cour nationale. Et ils sont en mesure de se rendre compte que leur marge de manœuvre n'est pas la même que celle des autorités nationales. Mais dans ce cas, ils ont vraiment discuté de la manière dont il était important que les questions d'intérêt public soient mentionnées au public, et ça a souligné l'attention accordée à la recherche historique. Il fallait qu'il y ait des débats, et notre compréhension de l'histoire est questionnable parfois. Et donc, il fallait revoir également la signification de l'histoire pour la Cour européenne et comment elle varie en fonction des interprétations. Mais pour le cas du déni de l'Holocauste en particulier, c'était évident que ça allait se passer de cette manière. Quelqu'un pouvait dire qu'il fallait étudier l'histoire, voir quelles étaient les raisons possibles, quelles étaient les raisons possibles. Mais dans le même temps, pour ce qui est de l'analyse juridique, je pense que dans le cas suisse, je pense que ça a montré la différence. Quand la Cour veut donner une justification, elle peut le faire. Et dans ce cas, non seulement l'article 17 n'a pas été utilisé contre le requérant, mais la Cour a... Il n'y avait pas de violation de l'article 10. C'était juste... Ça s'inscrivait dans l'espace de l'article 10. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire la différenciation. On peut en reparler plus tard. Donc, pour terminer sur l'article 17, je voudrais parler maintenant dans la dernière partie de la manière dont on est arrivé à la situation actuelle. Aujourd'hui, je pense que ça nous a amené à deux cas très importants. Sanchez contre la France, c'était vraiment une décision inquiétante et lamentable qui reflète ce qui nous attend dans le contexte des réseaux sociaux, l'expression qui passe à ces médias maintenant, et le cas de l'Ennis. Donc, si quelqu'un me demande comment est-ce que l'on peut montrer le développement de ces cas, je voudrais partir du cas contre la Belgique, un cas de 2009, qui implique le dirigeant d'un parti belge nationaliste qui distribuait des dépliants. Il y avait différents types de publications avec des déclarations telles que arrêter l'islamisation de la Belgique, sauver notre peuple du risque imposé par l'islam, etc., etc. Et le requérant
a été en difficulté en Belgique et il est dans une situation difficile et il s'est retrouvé à la Cour des droits de l'homme et il a été déclaré qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10, mais il a rejeté la requête de la Belgique pour l'article 17. Donc, d'un côté, il y avait quelqu'un qui demandait d'être protégé contre l'islam, et je ne sais pas si vous vous souvenez de Norwood dont j'ai parlé. C'était juste quelques années de différence où l'article 17 avait été appliqué. Et malheureusement, il n'y avait pas d'explication pour lesquelles l'article n'avait pas été utilisé dans cet autre cas. Mais ce serait intéressant de voir la pensée derrière cela. Et ensuite, dans les opinions contraires à cela, par George Silo, l'un des deux juges, Zagrebelski et Sozoria. C'est un peu marrant, mais donc on disait que la Cour traitait vraiment les personnes comme des idiots. Et les personnes qui n'ont pas de pensée critique pour elles-mêmes, parce que on pensait qu'il fallait protéger, et là je cite, éviter les ressentiments envers les musulmans et surtout parmi le public, parce que ça allait entraîner un refus, un rejet de cette population. Et donc, ça va au-delà du discours de haine. Quelque chose qui peut entraîner inciter à la violence, à la haine. C'est un terme polémique, en effet. Donc, inciter à la haine ça ne défend pas forcément ça n'appelle pas à la violence, aux actes criminels. Ça peut être juste une insulte, quelque chose de verbal. Donc ça, c'est un seuil. Donc on a cette idée de préjudice, pas de raison d'avoir ce discours qui incite à la haine, par exemple. Et on peut voir quelque chose qui revient, un schéma qui se reproduit. Le paradigme établi par Ferret, avec un seuil très bas, ce qui a été décidé dans le cas avec le Royaume-Uni, c'est que le discours de haine, donc il y avait ce schéma qui revenait, et ça nous a amené au cas de Veiland contre la Suède. Un groupe de personnes ayant ayant distribué des brochures homophobes dans une école. Il y avait plusieurs déclarations, comme par exemple la communauté homosexuelle était responsable de pédophilie, de VIH et autre chose de ce type. Et ensuite, la Cour a suivi le paradigme Ferret, encore une fois, et a dit qu'il ne fallait pas en appeler aux actes de violence, aux actions criminelles, que le discours de haine était un discours de haine, même si c'était insultant ou préjudiciable. Et ça a été suivi. Et pour terminer, c'est ce qui se passait dans le cas Sanchez. Le seuil bas que nous avons vu au fil des années s'est enfin matérialisé, pas sur la personne elle-même. Bon, c'était une figure politique, mais le problème était en dessous, sous-jacent. Pardon. Il y a eu plusieurs commentaires. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail.
cette personne était tenue pour responsable par la Cour européenne des droits de l'homme de ne pas avoir réagi à ces commentaires à temps. Et si vous êtes intéressé par ces commentaires en ligne, comment gérer, vous pouvez regarder Danfu contre l'Estonie, j'ai eu le temps de regarder ce cas. Et ensuite, donc l'Ennis contre la Grèce, où des déclarations homophobes ont été faites. Il faudrait les punir. Ce sont vraiment donc un discours de haine envers les personnes homosexuelles. Et on a vu dans ce cas l'utilisation de l'article 17. Je n'ai plus le temps de parler, c'est difficile de donner un aperçu. Je ne sais pas si, j'espère que je nous donne matière à discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Alquiviadou, pour ce panorama. C'est vrai que le papier est très riche puisqu'il couvre de nombreux ordres juridiques. Donc, d'ailleurs, j'invite les participants à le lire eux-mêmes et à se faire leur propre idée. Dans la version française, parce que j'ai écouté l'interprétariat, le premier arrêt, il me semble, n'était pas mentionné, celui qui fixe les bases de la tolérance au discours choquant, qui heurte ou qui inquiète. C'est l'arrêt Handyside de 1976 qui fixe aussi les principes de base de l'analyse de proportionnalité de la CEDH. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Et effectivement, l'arrêt Perinček, je ne sais pas s'il a été mentionné aussi, l'arrêt contre la Suisse, lui aussi mérite l'attention et surtout la différence entre l'arrêt de chambre qui est paru en 2013 et l'arrêt de grande chambre en 2015, qui lui, quand même, tempère sensiblement l'arrêt de la chambre sur la controverse autour de la qualification juridique de génocide. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Je me bornerai à faire deux observations. La première, c'est que les organes internationaux, dont la Cour européenne des droits de l'homme, dont il était question ici, interviennent en réaction des cours nationales. Et donc, par définition, s'instaure une forme de dialogue des juges, que ce soit sur la marge d'appréciation qui est allouée par ces cours, ou même sur la mise en balance entre la liberté d'expression et les droits d'autrui, disons un intérêt protégé. Donc je pense qu'on ne peut pas évoquer les discours de haine sans se pencher sur le matériau, les raisonnements et les modes de pensée, les concepts des juges nationaux. D'autre part, on note que la plupart des discours de haine donc, qui ont été mentionnés par Madame Alquiviadou sont captés par le droit pénal. Pourtant, des voix se sont élevées, continuent de s'élever, appelant à des voies alternatives pour réguler des discours de haine, que sont par exemple la voie civile ou la voie administrative. Je pense par exemple à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui, de longue date, appelle à la dépénalisation de la diffamation. Donc, pour aborder ces deux aspects, à la fois le dialogue des juges et les voies alternatives à la voie pénale, j'appelle maintenant Monsieur Bernard Chevalier pour son intervention. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vous entends. Oui? Tout le monde m'entend correctement? Oui. Bon, eh bien, je vous salue et je vous remercie pour votre invitation et vous dis que je suis très honoré et heureux de m'exprimer aujourd'hui et de partager avec vous ces réflexions sur ce sujet très intéressant. Je voudrais vous proposer un bref échange et la perception que peut avoir un juge national de la confrontation de la liberté d'expression avec la prohibition d'un certain nombre d'atteintes à des droits qui sont également protégés. Nathalie Alquiviadou nous l'a rappelé, la liberté d'expression est un droit fondamental garanti, en particulier pour un juge européen, pour un juge français, par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais l'article 10, en même temps qu'il affirme à son paragraphe 1 toute la valeur de cette liberté fondamentale, il exprime aussi à son paragraphe 2
que cette liberté peut faire l'objet de restrictions à condition qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle poursuive un but légitime. Alors, parmi ces buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10, figure la protection de la réputation et des droits d'autrui, et je vous propose deux exemples dans lesquels cette confrontation se noue. Tout d'abord, avec la diffamation. Elle est prévue dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'article 29, qui la définit comme toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Cependant, conformément à la loi, la personne qui a tenu les propos en cause n'est pas sanctionnée si cette personne démontre la vérité de ces allégations. En outre, la jurisprudence a ajouté, pour l'auteur des propos, la possibilité d'échapper à toute sanction s'il démontre sa bonne foi, c'est-à-dire l'existence d'éléments qui, lorsqu'il a tenu les propos en cause, pouvaient légitimement lui faire croire à leur vérité. Le niveau d'exigence relativement aux éléments de preuve devant être apportés par l'auteur des propos pour bénéficier de la bonne foi varie selon que l'auteur des propos est un journaliste, un professionnel ou simplement un particulier qui n'est pas tenu des mêmes obligations déontologiques qu'un journaliste. Dans la jurisprudence française, pour reconnaître la bonne foi à l'auteur des propos, le juge national doit prendre en compte 4 critères. La légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que l'existence d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante. Le juge national raisonne donc en 2 temps. Premièrement, les propos litigieux sont-ils attentatoires à l'honneur ou à la considération du plaignant? Deuxièmement, en cas de réponse positive à cette question, l'auteur des propos a-t-il fait la preuve de la vérité de ces allégations ou peut-il bénéficier de l'excuse de bonne foi? La jurisprudence de la Cour de Strasbourg, dans cette appréciation de ces 2 conditions, guide le juge national et, par là même, le contrôle que fait la Cour de cassation française sur les décisions rendues par les juridictions du fond. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que si les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, les 2 autres conditions, l'absence d'animosité personnelle et la mesure dans l'expression, doivent être appréciées moins strictement. Et la Chambre criminelle a repris ce principe dégagé par la CEDH dans plusieurs arrêts, notamment du 21 avril 2020. La Cour européenne nous a fourni des indications également sur la manière avec laquelle il convient d'apprécier l'existence d'une base factuelle suffisante. Lorsque l'imputation, par sa formulation, se rattache à l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, la CEDH admet qu'elle puisse avoir une base factuelle seulement ténue. En revanche, nous dit la CEDH, la base factuelle doit être plus solide lorsque sont imputés des faits précis et a fortiori lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale. En résumé, plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide. Alors, voilà
à présent les différentes étapes du raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt récent rendu le 18 janvier 2024, Allais contre France. Madame Allais avait été condamnée à 500 € d'amende avec sursis et à verser 2 000 € de frais de procédure pour diffamation publique, à la suite de l'envoi de courriels à des personnes de l'association qui l'employait, ainsi qu'à des personnes extérieures. Dans ces courriels, elle dénonçait le harcèlement et les agressions sexuelles commises contre elle par le vice-président de cette association. La Cour de cassation, ayant rejeté son pourvoi, Madame Allais a saisi la Cour de Strasbourg sur le fondement de l'article 10 de la Convention. Alors, la Cour européenne raisonne de la manière suivante. Elle commence par examiner s'il y a une ingérence dans la liberté d'expression. Et naturellement, la Cour européenne retient que la condamnation à une amende avec sursis et au paiement de frais de procédure constitue une ingérence. Et par là même, qu'il y a lieu à examiner la conformité de cette ingérence avec l'article 10. La Cour européenne relève ensuite que l'ingérence est bien prévue par la loi, puisque les condamnations sont prononcées sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et que cette incrimination, prévue par l'article 29 de la loi de 1881, poursuit bien un but légitime au sens de l'article 10, paragraphe 2, qui est la protection des droits d'autrui, en l'espèce, le président, le vice-président de l'association. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme examine la proportionnalité des sanctions prononcées en fonction du contexte et de la nature de propos, de la situation et de l'intention de l'intéressé, du nombre et de la qualité des destinataires du courriel, du niveau de la gravité d'atteinte à la réputation du vice-président, ainsi que de la gravité de ces sanctions. Dans l'affaire Allais contre France, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'atteinte constituée par ces condamnations était excessive, était disproportionnée, et que les juridictions françaises, en refusant d'adapter mieux aux circonstances de l'espèce les critères de la bonne foi, avaient porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Alors, en ce qui concerne maintenant la provocation à la haine raciale, les provocations à la haine raciale sont sanctionnées pénalement en droit français par différentes dispositions et notamment par les articles 24 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. Lorsque le juge français est saisi d'une plainte sur le fondement de ces dispositions, il lui revient d'examiner si les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis, à savoir si les propos incriminés, tant par leur sens que par leur portée, appellent à la haine ou à la violence, ou ont un caractère discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe de deux personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Alors, les décisions rendues en cette matière ont également donné lieu à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a estimé, sans surprise, que les sanctions prononcées sur le fondement de ces articles de la loi de 1881 poursuivent bien un but légitime énoncé à l'article 10, paragraphe 2 de la Convention, à savoir la protection des droits d'autrui. La CEDH, dans le cadre des recours des personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, examine, comme elle le fait d'habitude, à la lumière des propos litigieux, du contexte dans lequel ils ont été diffusés,
Si ces propos se rapportent à des questions d'intérêt public ou relèvent par exemple de la satire, propos qui, dans ce cas, méritent une forte protection, ou alors, si ces propos défendent la violence, la haine, la xénophobie ou d'autres formes d'intolérance qui, selon la Cour européenne des droits de l'homme, ne sont pas ou peu protégées. Et la Cour européenne des droits de l'homme examine ensuite si la sanction contestée dans le recours dont elle est saisie était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Et selon la Cour européenne des droits de l'homme, en fonction de leur gravité, des propos constitutifs d'un appel à la haine peuvent même tomber sous le coup de l'article 17 de la Convention, qui interdit l'abus de droit et qui prévoit que aucune disposition de la Convention, telle que l'article 10, ne peut être invoquée pour aller à l'encontre des buts de la Convention. Et l'article 17 a pour conséquence, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme retient que les propos présentent cette gravité suffisante, l'application de l'article 17 a pour effet que l'auteur des propos ne peut plus se prévaloir de la Convention. Il ne peut plus, devant la Cour européenne des droits de l'homme, se prévaloir de la liberté d'expression garantie à l'article 10. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit que dans ce cas, sa requête est irrecevable. Mais la Cour européenne des droits de l'homme ne fait application de l'article 17 qu'à titre exceptionnel et dans des hypothèses extrêmes, s'il est tout à fait clair que les propos incriminés visaient à faire dévier l'article 10 de sa finalité réelle par un usage du droit à la liberté d'expression à des fins manifestement contraires aux valeurs de la Convention. Et pour caractériser ces éléments, la Cour européenne prend en compte non seulement les propos et le contexte dans lequel ils ont été tenus, mais également quelle était la véritable intention de leur auteur. Voilà. Alors, je pense que j'ai peut-être achevé le temps qui m'était imparti. Si vous le souhaitez, nous pouvons maintenant aborder les questions que vous souhaiteriez poser ou l'échange que vous souhaitez avoir maintenant. Et donc, je vous rends volontiers la parole. Merci beaucoup, Monsieur Chevalier, pour cet exposé précis et ramassé. Je vois que nous avons une seule question pour l'instant dans le chat, d'après ce que je vois. Avant d'y passer, personnellement, j'avais une question peut-être pour lancer la session. Madame Alkiviadou et vous-même avez fait ample référence à l'article 17. Et je m'interroge, et je dirige cette question vers vous, Monsieur Chevalier, est-ce que les juges nationaux ont déjà envisagé d'appliquer cette clause à l'intérieur d'une procédure nationale? C'est une très bonne question, Monsieur Geny. Alors, l'article 17 n'est pas directement applicable en droit interne. L'article 17 a simplement pour vocation, fonction, de priver quelqu'un du droit devant la Cour européenne des droits de l'homme de se prévaloir de l'article 10. Autrement dit, cet article 17 ne peut pas produire en lui-même d'effet en droit français. Comme j'ai tenté de le montrer, le juge national, le juge français, lorsqu'il est saisi d'une plainte contre quelqu'un qui a tenu des propos discriminatoires ou un appel à la haine et qu'il est cité par le procureur de la République sur le fondement de ces articles 24 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, le juge national, lui, doit examiner si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. C'est-à-dire qu'il va examiner la teneur des propos, leur contexte, l'intention de l'auteur. Et c'est uniquement lorsque l'auteur des propos va saisir
la Cour européenne des droits de l'homme, que la Cour européenne des droits de l'homme lui dira, si elle estime que les propos sont suffisamment graves, que sa requête est irrecevable. C'est ainsi, par exemple, que alors, elle le fait par ordonnance, dans une décision, par exemple, du 20 avril 2010, Le Pen contre France, Jean-Marie Le Pen, qui est un homme politique français d'extrême droite, avait été condamné à 10 000 € d'amende pour provocation à la haine. Il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme et qui a déclaré que sa requête était recevable en retenant que même s'il est admis qu'un homme politique peut recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, ses propos, cependant, ne doivent pas dépasser certaines limites, notamment quant au respect de la réputation et des droits d'autrui. Et examinant le discours qu'il avait tenu et qui lui avait valu cette condamnation, la Cour européenne a considéré que sa requête était manifestement irrecevable. Donc, vous voyez, c'est une appréciation de temps. Le juge national, il va chercher si les éléments constitutifs de l'infraction qui sanctionne l'appel à la haine, si ces éléments constitutifs sont réunis. Et après, l'article 17, il intervient devant la Cour européenne des droits de l'homme comme un motif retenu par la Cour pour déclarer que cette personne ne peut pas se prévaloir devant elle, est irrecevable pour se prévaloir devant elle du bénéfice de la Convention. Merci beaucoup. Alors, nous avons eu une autre question qui parle de la communauté Tutsi au Congo, mais je ne vois pas d'éléments factuels, donc je pense que ça va être un petit peu difficile de se prononcer sur cette question. Nathalie, je ne sais pas si vous voulez éventuellement prendre ce point. C'est une personne qui fait état donc de menaces et de discrimination à l'égard de la communauté Tutsi au Congo. Je sais que dans le papier, il me semble, il y a quelques arrêts de la Cour africaine ou de la Cour d'Afrique du Sud. Donc peut-être sans se prononcer directement sur ce cas d'espèce, parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots sur une éventuelle approche africaine du traitement des discours de haine? Oui, donc il n'y avait pas beaucoup de cas, pas beaucoup de jurisprudence. On n'a pas beaucoup de cas de jurisprudence pour le cas africain, mais on a le cadre des Nations Unies qui est mentionné dans le rapport. Si quelqu'un souhaite examiner cela et les limitations de l'article 19, mais également l'article 20, la deuxième partie, qui interdit la défense contre la discrimination. Je ne sais pas si ça peut être utile, parce que vous avez dit on n'a pas les faits. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que vous avez dit, François, que dans la traduction, il n'y avait pas de référence au code Hindi, ou est-ce que j'ai mal compris? Oui, c'est ça, exactement. Dans la version française, j'ai entendu un arrêt, mais je n'ai pas entendu le nom de l'arrêt ni l'année. C'est pour ça que je l'ai mentionné après dans mon commentaire, pour les participants. Bien sûr, bien sûr, Mais dans bien le sûr, rapport, bien vous sûr, l'avez vu. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. D'ailleurs, je note quelque chose. Le papier de Madame Akil-Viadou fait état quand même d'un arrêt que j'ai trouvé majeur, qui est l'arrêt Q-Lane contre la Commission des droits de l'homme d'Afrique du Sud de 2019, qui est assez étonnant et à travers lequel j'ai appris que la Constitution de l'Afrique du Sud contenait des dispositions qui consacraient une version très protectrice de la liberté d'expression, puisque elle exige que la loi démontre qu'il y a une véritable incitation à causer un dommage ou un préjudice. Et c'est assez rare pour le souligner. C'est par exemple absent de la Constitution française. Il y a une autre question, je pense, qui est intéressante, et donc celle-ci, je la dirigerai plutôt vers vous, Bernard Chevalier. Quelqu'un nous demande si les juridictions françaises
appliquent ou ont appliqué les 6 critères du plan de Rabat des Nations Unies sur l'interdiction de l'incitation à la haine, à savoir, je les cite rapidement, le contexte social et politique, deuxièmement, le statut de l'orateur, troisièmement, l'objet, quatrièmement, le contenu et la forme du discours, cinquièmement, l'ampleur de sa diffusion, et sixièmement, la probabilité du préjudice, y compris son imminence. Je n'ai pas, je ne sais pas si on m'entend, je n'ai pas souvenir que cette convention ait été expressément citée, mais les critères que vous énoncez rejoignent ceux que la loi nous invite à prendre en compte. Donc, en réalité, ce qui apparaît à travers les échanges, c'est qu'il y a globalement une certaine communauté de vues dans l'ensemble des juridictions des différents États européens, bien sûr, puisque nous sommes soumis, les États de l'Union européenne, au contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais même plus largement, dans la perception de ce qui peut être un discours de haine et de la sanction qu'il mérite, ces critères peuvent paraître assez partagés. Mais encore une fois, je n'ai pas souvenir que nous ayons, dans une décision française, mais ça a pu m'échapper, mais je n'ai pas souvenir qu'on ait visé expressément cette convention. Très bien, je vous remercie, Monsieur Chevalier. Je me permettrai juste un commentaire. Je n'en ai pas vu non plus, mais je ne suis pas autant au fait que vous sur la jurisprudence française et surtout celle de la Cour de cassation. J'ajouterais simplement une observation, c'est que le 6e critère donc, du plan de Rabat, qui parle de l'imminence, est, me semble-t-il, un critère qui est moins présent dans le raisonnement du juge français que dans d'autres ordres juridiques. Évidemment, on pense immédiatement aux États-Unis. D'ailleurs, le papier de Madame Alquiviadou mentionne à quel point la jurisprudence de la Cour suprême américaine met au centre de son dispositif d'appréciation la question de l'imminence dans une approche très protectrice de la liberté d'expression. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, donc en attendant que d'autres commentateurs se jettent à l'eau, j'avais une question pour Madame Alquiviadou. Elle a mentionné l'arrêt Perinchek contre Suisse, donc les arrêts de 2013 et 2015, qui, pour résumer simplement et se borner à un aspect, c'est vraiment pour résumer à gros traits, refuse d'étendre l'application de l'article 17 à la négation du génocide arménien. Et je me demandais si ce refus d'étendre donc, le champ de l'article 17, est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une volonté de la Cour de limiter les exceptions historiques le plus possible au profit finalement de la liberté d'expression? Donc, si j'ai bien compris la question, si le refus de la Cour dans le cas suisse est un bonus dans la bataille pour la liberté d'expression, est-ce que c'est ça votre question? Oh, oui, de manière schématique, oui. Je crois qu'il y a deux parties à cette réponse. Je pense que votre question résume la situation. C'est très compliqué dans la manière dont on doit y répondre. D'un côté, il crée ces inégalités de génocide. Donc, si on regarde le génocide du point de vue personnel, le génocide arménien, pour les Arméniens, est le génocide arménien. Et donc, si je ne considère pas ce génocide, je ne le traite pas de la même manière que je traite un autre génocide, eh bien, je
j'ai établi une hiérarchie en termes de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Parce que dans ce cas, il y a un refus. Ça, ce serait une partie de la réponse, mais ce n'est pas complet, parce que la deuxième réponse pourrait être, si l'on utilise l'article 17, donc ce qui devait être fait depuis le début dans la, la phase préparatoire, comment ça a été examiné, développé après la guerre en Europe, un mécanisme très strict, très sévère pour les cas graves où la démocratie elle-même était à risque. Ensuite, il y a eu ensuite, il y avait une analyse des cas de discours de haine. Personne ne disait que la Cour devait accepter le refus des génocides. C'est juste une examination qui fait partie de l'article 10. Donc, puisque la Cour, même dans le temps de la Commission, a soutenu ces faits. Ensuite, on revient au génocide arménien et il y a une situation parallèle parce qu'on parle de niveau de génocide. Je pense que soit il faut voir le même schéma qui est suivi pour le déni du génocide, le refus du génocide, ou, et ce serait mieux euh, que ça ne soit pas pour un autre génocide. Il y avait des discussions dans un cas français, Carotti contre la France. Il y avait une analyse, l'importance de l'analyse de l'article 10 pour l'importance d'examiner les aspects du discours, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a même un cas où, d'après l'article 17, l'article 17 était utilisé dans une lettre privée qui refusait l'Holocauste. Mais quand il s'agissait du refus public du génocide arménien, il n'y a pas eu d'utilisation de l'article 17. Donc, moi, je n'appellerais pas ça une victoire, mais vraiment, il y a un déséquilibre. Pas parce que je pense que l'article 17 devrait être utilisé uniquement utilisé pour tous les cas. Il y a des faits historiques euh, qu'on ne peut pas remettre en question si on est raisonnable. Mais il y a des outils juridiques pour étudier les cas de discours de haine. Donc, c'est malheureux euh, qu'il y ait ces refus en raison des ramifications que cela peut avoir, mais je pense que l'utilisation de l'article 17 de manière plus générale euh, pourrait être avantageux pour l'examination de l'article 10 devant la Cour européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question complexe. Nous avons peu de temps pour en parler. J'apporte juste un très léger élément de réponse. Quelqu'un nous demande si les juridictions nationales en France prennent en compte les avis du Comité des droits de l'homme. Euh, le Comité des droits de l'homme, lui, rend des communications et donc ce sont presque d'une forme d'avis et ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée comme au même titre que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui, eux, lient les juridictions françaises. Euh, je parle bien sûr sous contrôle de Bernard Chevalier, qui peut ajouter un élément si mon appréciation n'était pas correcte. Je pense que nous sommes arrivés au terme du webinaire. Je remercie tout le monde pour toute votre participation, les deux intervenants, les participants pour leurs questions très techniques et riches. Et désolé de ne pas avoir plus de temps pour y répondre. Je pense qu'on a bien vu qu'il n'existait pas une voie unique pour répondre au discours de haine, que ce soit le choix de telle ou telle voie ou même la technique pour fixer le seuil de tolérance à des discours ou des propos choquants. Et je remercie toute l'équipe de Columbia Global Freedom of Expression et la version française qui va nous permettre, je l'espère, de suivre dans le futur les évolutions de la jurisprudence globale en matière de discours de haine. Anderson, je vous passe la parole pour la clôture.
Au revoir à tous. Au revoir à toutes.